Pour terminer, on va prendre 3 questions dans la salle, 3 questions du public, voilà, qui vont être dites en série, et chaque candidat aura 5 minutes pour y répondre et conclure chacun à son tour. Donc si vous avez des questions, levez la main. Si vous n'en avez pas, on va tous rentrer bien plus vite. Alors, une question, oui. Présentez-vous, monsieur, et posez votre question. Guillaume Gustave, étant un primo-occupant de la cité Ancelis. Voilà. Résident cité Ancelis depuis 1967. Quand je dis cité Ancelis, bien sûr que je ne privilégie pas cité Ancelis. Je parle du quartier des arènes romaines. Et vous dites, si on a une question, moi je poserai très simplement 3 questions. 3 questions, mais qui se complètent. On a beaucoup parlé des nuisances aériennes. C'est quelque chose qui empoisonne la santé des gens. Et la première décision à prendre, c'est installer le couvre-feu. On nous raconte beaucoup de choses. Quand un avion est parti, il faut qu'il atterrisse. Il faut le faire partir plus tard ou plus tôt. En tout cas, pas venir tracasser la paix des gens du quartier. Certains disent couvre-feu de 23h à 6h. Si on arrive à imposer de minuit à 6h du matin, ce sera déjà une belle chose. Sachant que les couloirs aériens existants actuellement ont été modifiés en 1995. Quand le collectif contre les nuisances aériennes s'est créé, les couloirs aériens allaient sur l'Ardenne et impactaient moins de population. Un ministre de l'époque, Madame de Vérinas, a réussi à faire venir les trajectoires sur l'hôpital Purpan. Évidemment que l'hôpital ne signe pas une pétition, mais toujours est-il que quand on a modifié ces couloirs, on a impacté beaucoup plus de Toulousains que lorsque les trajectoires passaient sur l'Ardenne. Deuxième question, la bétonisation du quartier. La bétonisation du quartier, on nous a dit, on n'urbanisera que d'une manière mesurée. Nous sommes en train de vivre une menace sur le quartier par l'implantation de 180 logements dans un espace vert. On bétonise un espace vert, le bas de Purpan. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Déjà, nous avons des problèmes de circulation, d'environnement pour protéger cet espace vert. Vous dites, monsieur, que le maire de Toulouse est président de la commission de surveillance de l'hôpital, c'est vrai. Mais tout ça dépendra de la réaction des populations pour empêcher ce projet malfaisant. Troisième question, il y en aurait bien d'autres, je m'excuse de ne pas avoir pu assister au début. Les services sportifs de divertissement, notamment la piscine du quartier Ancelis, qui avait vocation, depuis qu'elle a été municipalisée... On en a beaucoup parlé déjà, excusez-moi. Ah, je m'excuse, mais je répète, une convention location avait municipalisé la piscine en 1984, ça voulait dire que c'était devenu un service public, la mairie s'engageant, à l'époque, M. Dominique Boudis, s'engageant à faire des travaux, et il avait dit, une pépite rentre dans les piscines de Toulouse, en municipalisant Ancelis, on est loin de tout ça. On ne l'a pas entretenu pendant 30 ans, et en 2014, on se dit, on n'a pas fait les travaux, ça ne marche plus. Je propose qu'on reprenne ce dossier, parce que c'est important pour toute la rive gauche. Voilà. Il y aurait d'autres questions, je suis limité, on m'a dit. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ah, vous avez résumé les enjeux principaux du quartier, c'est déjà ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans... Alors, il y a une question à gauche. Une question, monsieur, un point d'intervention, s'il vous plaît. Et une question qu'on n'a pas traitée pour pas... Voilà, une question au candidat. Oui, Christophe Thibertin-Blanc. Tout le monde, quasiment, vous nous parlez tous de co-construction. Il y en a qui disent, voilà, c'est essentiel, d'autres qui disent... Enfin, manifestement, la co-construction, c'est un plat à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qui, avec quel budget, sur quel sujet,
dans quel délai, avec quelle organisation, avec quel pilotage. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette co-construction? Merci. Et alors, une dernière, parce qu'on en avait annoncé 3. Est-ce qu'une dame veut prendre la parole pour ne pas laisser la... Voilà. Ah, voilà, il suffisait de le dire. Non? Allez-y. Si, madame, ouais. Oui, donc moi je fais partie d'un comité de quartier qui est juste à côté. Et ma question, elle serait sur effectivement les liens entre les quartiers à côté. Donc là je parle du quartier Fontaine-Garonne, vers donc effectivement les arènes romaines, la MJC, j'espère la piscine. On a supprimé le 66 le dimanche, on a diminué sa fréquence. C'est à peu près, à l'exception du tramway, le seul lien qu'il peut y avoir direct avec ces deux quartiers. Donc ma question elle porterait sur, c'est bien de penser quartier, je suis tout à fait d'accord, sur la vie de quartier, mais il faut aussi penser aux liens interquartiers. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Pardon, Evelyne Falguière, comité du quartier Fontaine-Garonne. Merci. Donc on va donner... Voilà, on va rester sur cette conclusion. C'est tout l'esprit de notre quartier des arènes romaines de laisser la dernière question à quelqu'un qui est venu en voisine, pour enrichir notre débat. Mesdames, messieurs, à votre conclusion, et nous clôturerons par un pot convivial dans la mesure des stocks disponibles. Voilà. Et donc, exceptionnellement, vous avez 5 minutes pour conclure. Voilà, on est généreux pour terminer. Et on va reprendre avec M. Maurice pour terminer ce tour de parole. Merci à vous. C'est parti. Alors, les premières questions, reprenant les questions qu'on a traitées, je ne sais pas si j'y réponds, parce que ça va me prendre du temps, mais rapidement, nous, notre position claire, c'est en tout cas l'interdiction de tous les vols de nuit de minuit à 6 heures et d'aller vers la réduction ensuite de 22 heures à minuit quand même, parce que ça reste un temps qui pose souci. Et en effet, pour cela, il faut reprendre un peu la maîtrise publique qu'on a perdue avec la privatisation faite par M. Macron, le premier soutien de Jean-Luc Moudenc. Mais bon, on s'est déjà exprimé. Sur la bétonisation, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais pour notre part, on a un objectif aussi global, c'est le zéro artificialisation des sols à échéance 2025. C'est-à-dire que maintenant, on doit vraiment arrêter de continuer à artificialiser nos sols, et même plus, on est favorable à reprendre des espaces naturels dans des endroits qui ont été bétonnés, notamment dans les cours d'école, avec notre projet d'avoir des écoles oasis où on cherchera partout où c'est possible dans les cours de nos écoles toulousaines de débitumiser pour retrouver des espaces verts et réouvrir ces espaces verts dans les quartiers qui en manquent au quartier, comme aussi espaces verts accessibles en soirée. Donc cette logique de bétonisation, on la combat partout où c'est possible, c'est notre logique globale. Je ne reviens pas sur la piscine qu'on veut réouvrir, sur les équipements sportifs, on en a parlé, avec lesquels on veut travailler avec vous pour en développer de nouveaux. Je vais répondre sur la co-construction. Alors pour nous, c'est un élément fort, en effet, la question démocratique, mais dans sa globalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'abord de co-construction, souvent on la confond avec la consultation, où on vient présenter dans des commissions de quartier des projets déjà ficelés. On vous demande en gros si vous préférez de la peinture verte ou bleue. Et puis si vous dites bleu, une fois sur deux, on va quand même mettre de la peinture verte. Donc nous, notre logique, c'est à toutes les étapes du projet de faire avec les habitants. Mais pour cela, c'est sortir aussi de la logique de consommation. C'est-à-dire on ne veut pas se limiter à avoir quelques petits budgets participatifs sur des micro-projets de quartier pour faire une aire de jeu, même si on a bien sûr dans notre projet l'idée d'avoir des budgets de quartier territoriaux qui soient bien plus importants pour donner quand même de l'oxygène par rapport à ça. Mais nous, notre enjeu, c'est de redonner le pouvoir d'agir et de décider, donc de rendre acteurs des habitants demain. Et pour cela, on a dans nos propositions d'abord tout un aspect de formation, c'est-à-dire permettre aux habitants de s'approprier les enjeux, que ce soit à l'échelle de leur quartier, le budget, avec ce qu'on a appelé l'université citoyenne du débat public, c'est-à-dire pouvoir donner la capacité à tout le monde de décider ensuite avec
les élus, parce qu'évidemment, ce n'est pas la question d'opposer la démocratie représentative à la démocratie participative, c'est au contraire redonner une légitimité à cette démocratie locale. Donc en fait, la formation, j'y insiste dessus parce que c'est un élément pour nous fondamental qui va permettre ensuite d'avoir vraiment de la codécision pour les grands projets. Alors la codécision, pour nous, c'est les assemblées publiques décisionnaires. Ce sera justement pour la construction des projets urbains à l'échelle des quartiers. Pour les grands projets, j'ai parlé tout à l'heure de la zone à faible émission. Voilà un exemple sur lequel on envisage d'avoir ces assemblées publiques décisionnaires où il y aura élus, agents pour l'apport technique, puisqu'évidemment les agents sont neutres, et habitants, volontaires et tirés au sort, pour aussi réouvrir le champ des habitants en capacité de décider et pas rester dans toujours les mêmes personnes, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont des habitudes, qui deviennent aussi des experts, mais il faut réouvrir la possibilité de décider à des gens qui ne viendraient pas naturellement, de la même manière que nous avons ouvert notre liste à des personnes qui n'auraient jamais pensé se retrouver demain élues et qui aujourd'hui sont volontaires, mais parce qu'elles ont eu la chance du tirage au sort. Donc voilà pour les éléments de co-construction, et c'est l'idée à chaque étape du projet de travailler avec les habitants, parce que pour nous, certains disent c'est du temps perdu. Moi, je constate qu'aujourd'hui, il y a, et d'ailleurs la majorité actuelle le dit, il y a beaucoup de réunions qui sont faites, mais quelle prise en compte de ce qui est remonté dans ces réunions, dans les projets, et du coup, quel niveau de contestation des projets, de recours il y a. Nous faisons le pari que la démocratie en continu, c'est un gage d'efficacité de l'action publique, parce qu'on aura mieux construit les projets ensemble, et du coup on pourra décider demain. Sur le lien rapidement, il me reste combien? Interquartier, évidemment on n'oppose pas les deux. Quand je disais l'importance du quartier, c'est pour la construction du projet urbain, des équipements, de la vie, des services de proximité. Mais nous, on veut aussi recréer du lien justement entre les quartiers et ne plus opposer, comme aujourd'hui trop de notre point de vue, le centre-ville et tous les autres quartiers qui sont largement oubliés. Et pour cela, ça passe par les transports, Merci. par tous les liens qu'on peut faire dans le projet, notamment mobilité, transport en commun, Voilà. mode de dos. Merci beaucoup. Bon, c'est la dernière, donc je vous laisserai terminer votre phrase, du moment qu'elle ne dure pas 5 minutes de plus. Mais à vous, Monsieur Biasotto, je rappelle les quelques petits éléments de ces questions du public: le couvre-feu, la bétonisation du quartier, la piscine, la co-construction et les liens avec les quartiers voisins. Je vois combien de secondes? Non, allez-y, vous avez 5. Allez, généreux. Je vais commencer également par la co-construction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la masse silencieuse qui ne vient jamais en réunion publique, qui vient jamais participer, comment aller les toucher. Donc, très concrètement, on va modifier ce que vous appelez l'instance bureau que vous connaissez aujourd'hui. On en fera des assemblées consultatives sectorisées et nous tirerons au sort également des habitants qui veulent s'investir sur une liste. Je dirais, on laissera la possibilité à chacun d'entre vous de pouvoir s'inscrire sur cette liste, et ils seront tirés au sort par huissier de justice. Et ils feront partie demain de cette assemblée consultative sectorisée, donc le bureau que vous connaissez aujourd'hui, en marge et à côté des comités de quartier, des conseils citoyens, des comités de commerce, du club du 3e âge, les parents d'élèves, que sais-je encore, pour qu'ils puissent avoir un droit de cité et co-construire avec vous. Le rythme de cette nouvelle assemblée sera une fois par trimestre, comme les commissions de quartier, qui seront la restitution des travaux qui ont été portés dans le bureau, dans cette assemblée consultative sectorisée. Ensuite, une particularité, les maires de quartier préexisteront, ils seront dans leur quartier, à demeure, ils décideront avec les associations du rythme de réunion d'ateliers pour constituer l'ordre du jour de ces assemblées consultatives sectorisées et porteront leurs travaux ensuite à l'instance commission que vous connaissez. Donc le rythme des réunions, je laisserai la main aux maires de quartier, au pluriel, de pouvoir travailler plus encore et de décider des choses. Par contre, en cas d'arbitrage, parce qu'on peut porter un projet, vous accompagner, bien évidemment, soutenir les associations de quartier, regarder la faisabilité technique et financière aussi, définir ensemble du plan pluriannuel d'investissement, la PPI, ce que l'on appelle, et enfin, s'il y avait un arbitrage à faire, il y avait deux avis, c'est le maire de quartier qui est élu, qui a été choisi par un scrutin de liste, qui dans ce cas véritablement d'égalité, pourrait apporter sa voix prépondérante et trancher si toutefois il n'y avait pas de majorité claire et précise qui se dégagerait. Donc on essaie de donner un peu plus de démocratie participative, bien sûr, dans les quartiers.
Ensuite, pour répondre à madame, et elle a évoqué la suppression, je crois, de la ligne 66 et du cordon ombilical entre les quartiers, comment travailler sur la liaison. Moi, je préconise effectivement l'extension de ce qu'on appelle les minibus ou les microbus électriques dans les quartiers, y compris le week-end et les jours fériés, parce que ça manque. Aujourd'hui, vous connaissez ces minibus, ça pourrait être un réseau complémentaire des bus actuels. Vous les connaissez uniquement au centre-ville de Toulouse, pour ne pas dire le centre historique, mais les faubourgs, ils n'existent pas. Enfin, pour la cité ensevelie au sens large, monsieur, 3 questions. Les vols, je disais, entre 0h et 6h, hormis, bien évidemment, le fret, la poste et le pont sanitaire, bien évidemment, tous ces commerciaux, dans ces cas-là, seraient exclus entre 0h et 6h, avec une extension de l'observatoire entre 23h et minuit, parce que, comme vous dites, souvent, vous avez des holocaustes qui arrivent d'Europe et qui seraient tentés d'atterrir chez nous sur le bitume après minuit. Et 3e point, la bétonisation, je viens sur la bétonisation, et le PEB avec un observatoire de la courbe de bruit qui a bougé. Vous le disiez, ça n'a pas été révisé depuis 1995, vous avez totalement raison, moi j'ai vécu à la Croix-de-Pierre, et on m'ennuie tous les jours avec les courriers, et ils ont raison, parce qu'ils subissent véritablement cette dérive. Bétonisation du quartier. Nous sommes la seule liste à Toulouse, aujourd'hui pour les élections municipales, qui va vous présenter un adjoint au maire en charge, effectivement, de l'écologie, du développement durable, où tous les grands projets, tous les aménagements du territoire passeront au tamis de la délégation écologie développement durable pour connaître l'impact environnemental et s'il faut rectifier effectivement. Les services, enfin, vous parliez des statuts, la piscine elle-même. Vous me permettez de faire une chose, j'ai oublié de vous dire une chose fondamentale que personne ne vous a évoquée. On parle de convention, cette fameuse piscine, et de transférer à l'euro symbolique effectivement, pour qu'on puisse récupérer la piscine. Bien sûr qu'il faut le faire très rapidement, pour la bonne raison qu'aujourd'hui, c'est des chalets. Que ce soit une ESA, une société anonyme de HLM, ou un office comme je portais jusqu'alors, on n'a pas vocation d'avoir un tel bien dans un patrimoine, effectivement, HLM. Donc ça doit revenir à la collectivité. Mais il faut aller plus loin. Pas seulement l'outil, le foncier. Chacun chez soi. Et là, on peut aménager comme on veut, effectivement, le site. À terme. Donc une négociation. Moi, j'ai assisté il y a quelques mois à l'entrevue, effectivement, entre le groupe des Chalets et M. Marchal, le nouveau directeur général, et monsieur le maire sortant. Et effectivement, pourquoi les choses n'ont pas été faites? Parce qu'il y a un point de clivage là-dessus précisément. Pas l'euro symbolique qui gêne, c'est pour le reste. Et je crois que le groupe des Chalets a bien compris qu'il y avait une petite difficulté sur le transfert global du terrain, du foncier en question. Merci, Monsieur Biasotto, pardon. Monsieur Lacaze, c'est à vous. Oui, je vais rapidement revenir sur les questions sur lesquelles nous avions échangé. Il faut diminuer la pollution atmosphérique sur ce quartier et sur Toulouse, donc diminuer la voiture et diminuer le nombre de vols de nuit, avoir une réflexion globale sur l'aéroport en lien avec l'arrivée de la LGV. Ça, c'est un impératif. Pour nous, on veut diminuer le nombre d'avions de nuit et venir au couvre-feu après, dans une discussion d'abord avec l'ensemble des habitants, mais il faut effectivement qu'on ait des résultats sur cet enjeu-là. Sur la bétonisation globale du quartier, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect effectivement des projets promoteurs qui ont envahi notre quartier depuis de nombreuses années et sur lesquels il faut une réflexion collective. Et il y a l'aspect qu'on développe de végétalisation, nous, des zones urbaines, de débitumer notamment dans les écoles, sur les axes routiers, et de permettre une végétalisation plus grande de Toulouse. Et sur la piscine ensevelie, nous proposons la réouverture d'un bassin nordique et qu'effectivement, ça rentrera dans les discussions avec le conseil départemental, que ce soit la collectivité, bien sûr, qui gère cet équipement. Il y a un aspect quand même qui est essentiel pour notre liste, je ne l'ai pas dit là, je le redis, il y a l'aspect de la culture que nous voulons mettre en avant. Je l'ai dit sur la question de la transition écologique, je l'ai dit sur l'aspect aussi social, sur les préoccupations que nous avons, mais il y a l'aspect de la culture et ce qu'on disait sur les arènes romaines, c'est global dans la ville de Toulouse. C'est un aspect important de la cohésion dans la ville et des liens entre quartiers. Les liens entre quartiers, ils ne sont pas obligatoirement que par les transports. Moi, je pense qu'il faut effectivement que le 70 puisse être modifié, ou qu'on regarde que le 66 rouvre le dimanche, mais le lien avec les 7 deniers, c'est le 70. Que le 66 soit maintenu, parce que c'est important, notamment sur le bas, et que le tram
ne nous permet pas toutes les accessibilités que permettait le 66. Et c'est vrai que ces navettes électriques gratuites qui sont au centre-ville peuvent être envisagées, puisque dans ce quartier, ils répondraient peut-être à une problématique, ou dans d'autres quartiers de Toulouse. Un des engagements fondamentaux de Nadia Pelfig aussi, c'est le respect de la vie démocratique. On a souffert d'un mandat où la vie démocratique, pour nous, a été bafouée. Vous n'en êtes peut-être pas rendu compte, mais que 4 conseillers municipaux par an, pour certains qui se terminaient vers minuit, 1h du matin, avec une non-écoute de l'opposition malgré les déclarations sur un certain nombre de projets. Par exemple, ça a été dit, sur les capteurs atmosphériques ou sonores. Ce que vous avez discuté là, ça a été refusé par la municipalité actuelle, porté par l'opposition ou sur d'autres projets. Et donc la démocratie, l'éthique, c'est important aussi. Nous refusons tous les cadeaux parce qu'il y a eu trop d'affaires dans ce mandat sur des cadeaux. Alors des élus ont remboursé, d'autres sont partis parce qu'ils étaient pris dans des suspicions. Et je crois qu'il y a besoin de plus d'éthique, de plus de démocratie à Toulouse et que c'est un des enjeux du prochain mandat. Et dans ce travail de la démocratie, il y a la démocratie représentative que nous voulons porter, la démocratie participative. Et Toulouse, c'est quand même un élément très important. C'est une ville très riche en associations. Certes, lorsque nous avons fait des conseils de quartier ou des jurys dans d'autres mandats, il y avait des tirages au sort. Mais quelle écoute du tissu associatif actuel? Quelle construction avec les citoyens engagés? Ils sont des milliers à Toulouse, qui sont dans les collectifs de quartier, qui sont dans les associations thématiques. Nous voulons revenir à un véritable travail démocratique au cœur des quartiers et à l'échelle de la ville. Sur l'évaluation environnementale, nous proposons un conseil citoyen indépendant qui mesure l'impact environnemental de toute politique publique. Nous voulons instaurer de possibles votations citoyennes sur les sujets, par exemple, de la cantine. Il y a un collectif cantine qui regroupe un certain nombre d'associations. Ce collectif, il aurait pu avoir effectivement les questions posées en conseil municipal. Nous disons que 10% du corps électoral pourrait amener à ces questions. Nous souhaitons créer une séance de questions en ouverture du conseil municipal, une séance de questions portée par les citoyens. Nous voulons doubler les conseils municipaux, mais nous voulons améliorer les bureaux et conseils de quartier, notamment sur le budget participatif. Nous voulons consacrer 5% du budget de Toulouse au budget participatif. Alors, Monsieur Cholet tout à l'heure rentrait dans des prix sur les coûts de la piscine ensevelie. C'est 714 millions d'euros le dernier budget de la ville. C'est 728 millions d'euros l'an dernier. Il y a le budget de la métropole. Ça, 35 millions d'euros pourraient être mis en débat sur les quartiers de Toulouse dans le cadre des budgets participatifs. Nous voulons créer un observatoire indépendant des engagements électoraux avec des bilans tous les ans. Et puis s'appuyer sur les compétences des agents de la ville, partager les objectifs des politiques publiques. Donc la démocratie doit être au cœur de la ville de Toulouse de demain. Merci Monsieur Lacaze. Monsieur Cholet, c'est à vous. Donc, quelques mots rapidement sur votre question, monsieur. Les nuisances aériennes, nous sommes, pour la limitation, pour la suppression des vols de nuit commerciaux, et pas pour le couvre-feu d'emblée, mais sans doute, peut-être faudra-t-il y arriver, en tout cas pour l'interdiction de ceci, et en tout cas pour un travail sur les couloirs aériens, avec un nombre de plaintes qui a augmenté dernièrement et qui nous incite à être vigilants. Et au nom du maire, j'ai d'ailleurs signé un courrier pour demander à ce que les différents couloirs aériens en expérimentation puissent être faits en concertation avec non seulement la commune de Toulouse, mais tout le monde, toutes les communes adjacentes. La bétonisation, je vous rappelle que le PLUIH est un outil nouveau. Tout ce qui a été fait jusque-là était le PLUIH ancien. Il y a moins 30% de constructibilité maintenant. C'est un élément fondamental pour la suite, même si ça ne résout pas tout. Je voudrais insister sur la co-construction et la question que vous posez. Nous, et c'est un point important, on veut rappeler notre attachement à la démocratie représentative. Pour nous, le mandat électif, l'élection, disons plutôt, elle vaut mandat pour exécuter le programme que nous avons présenté aux Toulousains. Ça, c'est la base. Mais une fois que ceci est dit, une démocratie représentative, elle se décline. Et je rappellerai à mes collègues ici que nous avons rétabli les maires de quartier, qui avaient été supprimés.
et qu'en matière de dispositifs de proximité, oui, qu'en matière de dispositifs de proximité, c'est dans notre esprit le premier élément de la déclinaison de cette démocratie de quartier. Le maire de quartier, et nous allons même renforcer ses pouvoirs, même surtout, j'allais dire peut-être en interne, il faut qu'il ait la capacité de s'imposer, d'être consulté au moins pour l'ensemble des projets qui sont portés par ses autres collègues. Nous allons, oui, effectivement, mettre en place des budgets participatifs à hauteur de 8 millions d'euros par an. Nous allons bâtir une charte de la concertation. Charte de la concertation dans laquelle tout le monde s'engagera. C'est-à-dire aussi bien les élus que les citoyens et les associations. Nous allons mettre en place une commission pour l'environnement par quartier, parce que c'est cette micro-déclinaison de l'environnement qui fait qu'en matière d'environnement, nous gagnerons le défi qui nous est proposé. Donc ça, c'est un élément capital, démocratie représentative, mais avec une déclinaison participative qui est accrue, c'est notre engagement. Le lien avec les quartiers, je dirais simplement que oui, sûrement, et nous sommes à un moment où nous allons, où nous modifions, nous réorganisons les bus, hein, la déclinaison actuelle, je pense au lien avec Saint-Martin-du-Touche, par exemple, qui nous a été rapporté, qui est déficitaire, et qui nous a été rapporté par plusieurs personnes ici, dans les porte-à-porte que nous avons fait. Donc oui, il y a une réorganisation des transports en commun qui doit tenir compte de ce que vous dites, madame. Ensuite, bon, moi j'ai été, c'est les derniers moments de parole, je ne sais pas combien de temps il me reste, 1 minute 30. Bon. J'ai été un peu la cible quand même, hein, vous là derrière, puisque sortant, ce qui est sûrement normal, je voudrais rappeler quelque chose, quelques éléments et redire quelque chose. Nous nous engageons à créer, et ça n'a pas été discuté aujourd'hui, et je m'en étonne parce qu'on a eu beaucoup de remontées là-dessus, une permanence de la police municipale à la mairie de Quartier-Ancelis et à renforcer sa présence dans les rues du quartier. Il n'y a plus de mairie de quartier. Il a repris notre idée des unités territoriales. Non, en tout cas, on mettra en place celle-ci, et c'est une demande qui n'a pas été relayée aujourd'hui. J'en suis un peu, je ne sais pas trop pourquoi, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a entendu, nous, dans les contacts qu'on a eus dans le quartier. Nous concrétiserons l'extension de la coulée verte du Touche sur Ancelis et la création de la voie verte le long de la Garonne. Nous rénoverons Nous rénoverons l'école élémentaire et nous créerons des classes supplémentaires pour l'école maternelle. Dès le début du mandat, nous reprendrons la concertation sur le devenir de l'ancienne piscine et nous la transformerons en établissement public du quartier. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est important, nous pérenniserons la MJC dans ce lit, c'est un élément. Nous poursuivrons, dans le cadre du PLU, la modération des constructions d'immeubles dans la lignée de ces nouvelles règles d'urbanisme. Et puis, nous insistons aussi sur la sécurisation des déplacements doux, vélos piétons, et en particulier, ça a été dit aussi, pour le tramway. Et puis, je termine avec je ne peux pas laisser dire à mes collègues que l'offre de piscine a diminué. Au contraire, il y a un plan de piscine de 350 millions d'euros. L'offre de piscine a augmenté au cours du mandat. Nous sommes, nous aussi, j'allais dire, pour un traitement indépendant des données des nuisances sonores. Je voulais redire, je le dis. Et vous arrêterez là, je suis désolé. Pardon? Ben, arrêtez là parce que vous êtes hors temps. D'accord. Je suis désolé. Donc voilà, c'est terminé. Madame Touchefeu, vous avez 5 minutes. Bien, je vais essayer de tenir en 5 minutes. Et du coup, je vais reprendre, non pas les questions, mais ce que vous avez dit d'abord. Et ça me permettra de finir ce que j'avais pas eu le temps de finir tout à l'heure, sur la proposition que nous avons de créer un lieu, un musée, un lieu d'interprétation de l'histoire de Toulouse et de ses quartiers. Et par exemple, l'histoire d'Ancelis, de la cité d'Ancelis, est une histoire intéressante. Du point de vue de l'urbanisme, du point de vue de l'histoire de la coopérative de construction. Et je crois que dans chacun des quartiers, il y a des histoires qui sont des histoires différentes et qui sont des histoires qui ont construit Toulouse. Et que toutes ces histoires-là, d'urbanisme, doivent être aussi prises et revalorisées et racontées à des moments donnés, parce que c'est comme ça aussi que Toulouse s'est construite, à travers la construction de ces différents quartiers.
Je ne reviens pas sur le couvre-feu, nous sommes pour le couvre-feu de minuit à 6 heures. Sur la bétonisation, voilà, comme ça a été filmé et que les explications sont un peu longues, vous pourrez y revenir. Et sur la piscine aussi, sur le fait que nous sommes pour racheter. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, je pense que dès le début du mandat, il faudra retravailler sur les conventions globales de la société, des chalets et de la copropriété et de la mairie de Toulouse. Parce qu'il y a des interpénétrations, en fin de compte, de gestion collective qui, en fin de compte, méritent sans doute qu'on regarde les obligations des uns et des autres, pas simplement sur l'histoire de la piscine, mais un peu globalement sur les espaces publics, etc. Et que ça vaut le coup d'avoir... Là, il y a un interlocuteur identifié de la copropriété sur un grand espace. Hein. Il n'y en a pas 10 000 endroits comme ça où il y a une copropriété sur un tel espace au niveau de Toulousain, et donc ça mérite peut-être de le remettre sur la table dès le début du mandat. Sur la co-construction, c'est vrai que c'est un mot qui est devenu un peu galvaudé. Du coup, on ne sait plus très bien qui met quoi derrière. Donc nous, évidemment, nous sommes pour une articulation de la démocratie participative et de la démocratie représentative. Évidemment, in fine, c'est le conseil municipal qui décide. Mais plus il est éclairé dans ses décisions par des discussions en amont, plus on pense que les décisions vont permettre de répondre aux besoins du plus grand nombre. Et de ce point de vue-là, il faut remettre, alors sans être critique sur ce qui s'est passé, le fait de dire remettre sur la table une meilleure participation et une meilleure reconnaissance des outils collectifs que des gens qui se sont engagés dans la ville se sont construits. Que ce soit sur des thèmes, je ne sais pas moi, par exemple, la commission extra-municipale sur l'égalité entre les hommes et les femmes, elle n'a pas existé pendant ce mandat. Donc nous la remettrons en chantier, et enfin en activité plus exactement. Et il y a beaucoup comme ça de conseils thématiques. Et puis des conseils au niveau des quartiers. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce sont des cadres collectifs que les habitants se sont déjà confrontés un peu entre eux pour faire apparaître qu'est-ce que ce serait l'intérêt général dans tel quartier. L'intérêt général, c'est pas l'addition des demandes de l'un, puis de l'un, puis de l'un. Ça se construit dans la discussion et dans l'élaboration collective. D'où l'importance, et c'est pour ça qu'on vous remercie aussi de l'organisation d'une telle réunion, parce que vous vous êtes déjà entre vous discuté pour dire qu'est-ce qui serait le plus important de mettre en avant pour cette réunion. Donc il y a déjà une sorte de délibération collective que font ces organismes, et c'est pour ça que c'est important. Évidemment, ça veut dire qu'il faut aussi avoir le regard sur les gens qui ne font pas partie de ces collectifs, parce qu'il y en a. Et je pense que nous avons dans nos propositions l'idée d'un grand service de la médiation. Derrière ce mot, il y a ce qu'on entend déjà par la médiation en matière de conflits, etc. Mais il y a aussi le fait d'aller au-devant des publics qui ne se sentent pas concernés par les politiques publiques. Et quand à un moment donné, il y a des discussions sur un chantier, quand je dis un chantier, ce n'est pas forcément un chantier mécanique, ça veut dire un projet, que ce service public puisse aller au-devant des personnes pour essayer de faire ce lien entre la collectivité, de renouer ce lien entre la collectivité et les gens qui ne se sentent pas concernés par la collectivité. Comme il doit... Bon, on est aussi pour des budgets participatifs par secteur, et oui, on a il faut faire attention à cette dénomination maire de quartier, parce qu'elle est très ambiguë. Elle laissera entendre que le maire de quartier, il a les pouvoirs sur son quartier. Dans la réalité, vous le vivez, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'évidemment, si on discute d'un plan école, c'est pas chaque quartier qui décide de son école, c'est à un moment donné des priorités, etc. Donc nous sommes pour des élus de quartier qui ont une bonne connaissance du quartier, qui permettent ce dialogue citoyen, mais à un moment donné, il faut bien comprendre qu'il y a une cohérence à donner et que du coup, c'est pas le maire de quartier qui va décider des investissements dans son quartier simplement. Et puis, on est pour des instances de secteur, c'est-à-dire d'un moment donné, regarder plus largement que le quartier. Juste parce que je vois qu'ils me regardent déjà avec des gros yeux, nous pensons que ces élections sont importantes parce qu'on est au niveau national comme au niveau local, on est sur un changement de modèle social. On a des politiques libérales qui cherchent à détruire notre modèle social aujourd'hui, les services publics, la question de la démocratie, et qu'aujourd'hui, ça, je n'avais pas entendu, voilà, et que nous pensons qu'à Toulouse aussi, Moudenc, c'est aussi soutenu par Macron, c'est un modèle de société, c'est un choix qu'on a à faire, et que nous voulons que ce choix se fasse en faveur du vivre ensemble et des services publics. Merci. Merci d'avoir plus ou moins respecté les temps de parole, d'avoir joué le jeu.